Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence Lean en Action. Comme vous voyez en haut, préparez vos téléphones. Pour ceux qui veulent participer, il y aura un petit quiz tout au long de la conf. Un grand merci aux sponsors sans qui il ne pourrait pas y avoir ce type d'événement. Donc merci à eux. Je me présente déjà, Nicolas Ploquin, donc je suis coach Lean chez Octo Technologies. J'étais coach, je viens de la tech et j'étais coach agile et ça fait 8 ans maintenant que je me suis spécialisé dans le Lean. Je suis aujourd'hui Black Belt et j'accompagne des dirigeants, des managers, des programmes, des équipes et je suis également co-auteur du livre Culture Kaizen. Voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et je laisse Samuel se présenter. Oui, bonjour, je suis coach Lean Agile. J'ai 17 années d'expérience dans le numérique. J'ai commencé en tant qu'ingénieur data, intégrateur de solutions décisionnelles. Ensuite, j'ai fait 5 ans en pilotage de projet. Et puis, durant ma carrière de chef de projet, j'ai découvert l'agilité et le Lean. Et donc, maintenant, ça fait pratiquement 5 ans que j'accompagne soit des organisations IT dans le passage à l'échelle, soit des trains dans l'amélioration des performances. Et je suis également certifié Advanced SPC et coach professionnel. Très bien. L'année dernière, j'étais venu ici pour présenter un REX sur l'accompagnement d'une équipe de 10 personnes. On avait amélioré de 125% le delivery et en montrant que ça avait eu un impact très positif sur la satisfaction des collaborateurs. Mais la question qu'on m'a souvent posée, c'était celle-ci. Ouais, ok, c'est bien beau tout ça sur une équipe de 10 personnes, mais on fait comment à l'échelle ? Donc ça a donné l'idée de partager avec vous aujourd'hui l'expérience qu'on a sur les agilités à l'échelle. Et en plus de ça, de vous partager nos différents apprentissages qu'on a eus sur ces accompagnements. Voilà comment on fait à l'échelle. Voilà, merci, au revoir. C'était très intéressant de vous parler. Non. On va voir, c'est pas antinomique, mais on va voir qu'en fait, sur ces structures un peu compliquées, on est tous d'accord que c'est un petit peu compliqué, en fait, on va essayer de simplifier un petit peu le regard sur ça. Et pour ça, on va utiliser le TPS, le Toyota Production System. C'est quoi le TPS ? C'est déjà un système de production. On va avoir un système de production où on va être focus sur l'opérationnel. Donc on va voir comment ça va se décliner sur des organisations un peu compliquées comme on a vu tout à l'heure. Et pour faire ça, on va simplifier le regard, on va regarder la valeur du client, on va regarder les gaspillages, tout ce qui n'est pas de la valeur pour le client. Et ça, on va regarder aussi, pour tenir ça, on va avoir un regard très spécifique sur la qualité à chacune des étapes de nos processus, donc l'analyse des processus. Et en plus de ça, on va faire un focus sur le flux, voir tout ce qui bloque dans le flux. Et tout ça, ça va reposer sur un système de management qu'on va vous partager aussi. Un système de management qui est focus sur les compétences, savoir comment on développe les compétences des personnes, et qui repose sur des standards, le Kaizen et la stabilité, en supprimant la variabilité. Et tout ça, ça va nous permettre de faire de la résolution de problèmes. Qui est-ce qui fait de la résolution de problèmes ici ? Ok, presque tous. Ok, et la question qui tue, c'est qu'est-ce que c'est qu'un problème ? Est-ce que vous avez une définition claire d'un problème ? Exactement, c'est un écart de performance. Un truc intéressant, c'est un écart de performance. Alors, c'est chiffré, sans chiffres, c'est pas un problème d'un point de vue Lean en tout cas, et c'est de la perspective du client. C'est chiffré, mais c'est depuis la perspective du client. Sinon, c'est pas un problème. On appelle ça un souci, et c'est pas ce qu'on résout avec le Lean. Et ce qui est important avec le Lean, c'est que tout ça, ce TPS-là, c'est un système d'apprentissage validé. Alors c'est quoi un apprentissage validé ? C'est quelque chose qui fait le lien entre des pratiques et de la mesure. Et en fait, en mesurant le fait que les pratiques ont un impact sur notre performance opérationnelle, on est capable de faire quelque chose de très précieux dans l'apprentissage d'un point de vue Lean, c'est de créer ce lien de causalité direct entre les actions et la performance opérationnelle. Et c'est ce lien-là qui fait qu'on apprend, et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage validé. Et d'ailleurs, Taishi Ohno, l'inventeur du Toyota Production System, d'où provient le Lean, avait l'habitude de dire que les gens qui viennent chez Toyota ne viennent pas travailler, mais ils viennent pour penser au travail. Donc là, je vous présente, sûrement vous connaissez, le cadre de travail safe. Donc à première vue, ce qu'on constate, c'est que c'est une organisation assez complexe, et là, le Lean va nous aider à regarder dans ce système, à se poser la bonne question plutôt, comment regarder le système pour identifier des actions à fort impact en termes de valeur. C'est ça qui va nous intéresser. Et pour ça, on va le traduire en Lean, en se posant les questions, quelle est la pièce, quelle est l'unité d'œuvre qui est livrée au client ?
qui traverse quel processus et pour livrer quelle valeur au client. À travers ces questions-là, on va tout de suite aller à l'essentiel, malgré qu'on a une organisation complexe. Et pour ça, on va partager donc 3 retours d'expérience et je vais laisser Nicolas présenter le premier. Tout à fait. On va vous présenter, comme on vous a dit, ça fait quelques temps qu'on accompagne des équipes et plus récemment, depuis quelques années, on accompagne particulièrement des programmes de plus ou moins grosse taille et on a eu beaucoup d'apprentissage. On expérimente des choses et on a eu beaucoup d'apprentissage et on va vous partager ce qui pour nous sont 3 enseignements clés de l'apprentissage à l'échelle. Le premier, c'est le pilotage de la valeur opérationnelle. Je vais être obligé de faire un petit peu de théorie pour vous expliquer ce que c'est que la valeur opérationnelle. La valeur opérationnelle, c'est quelque chose, je vais le définir, mais l'idée, c'est qu'à l'échelle, on va utiliser le même regard spécifique sur chacune des échelles, des grains de l'organisation. Typiquement, une valeur opérationnelle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être par exemple les user stories au niveau de l'équipe. J'en avais parlé déjà dans la conférence de l'année dernière. On mesurait les actions que les personnes faisaient. Et là, on va mesurer les user stories. Alors c'est plutôt bien parce que dans les équipes agiles, on a déjà travaillé là-dessus. On a quelque chose qui porte déjà de la valeur, qui est assez petite, donc c'est plutôt bien. On s'intègre plutôt bien avec ça. Et on va mesurer les user stories. Donc les user stories, c'est l'unité d'œuvre qu'on va mesurer. Et on va les piloter à la journée sur des temps de réalisation à la semaine. On va avoir des épiques, en tout cas le grain du dessus, qu'on va pouvoir piloter au niveau d'un train ou d'un programme, peu importe comment vous l'appelez. Et on va avoir donc ces épiques-là qui vont pouvoir être pilotés à la semaine et qui vont avoir une durée de réalisation souvent inférieure au mois. Et le troisième point, on peut décliner ça sur les initiatives, sur les thèmes, et on peut avoir sur les thèmes des choses qui peuvent se piloter tous les mois pour une réalisation sur le trimestre, se piloter tout le trimestre pour des semestres. Après, on peut décliner à l'infini. Ce qui est important ici, c'est de distinguer la valeur opérationnelle de la valeur business. La valeur opérationnelle, c'est quoi ? C'est le nombre de trucs qu'on livre, peu importe la taille, de trucs qu'on livre qui sont porteurs de valeur. J'avais bien aimé pendant la keynote ce matin, il parlait de l'arbre et il parlait du nombre de fruits. C'est intéressant parce qu'indirectement, ils n'ont pas parlé du goût du fruit. Le goût du fruit, ce serait plus la valeur business. Le nombre de fruits, c'est plus la valeur opérationnelle. On livre des trucs et après, ces trucs-là, ils sont potentiellement porteurs de valeur, on verra après. Et nous, on distingue bien les deux. Pourquoi on distingue les deux ? Parce qu'en fait, le premier, la valeur opérationnelle, c'est ce qu'on va appeler un leading indicator. C'est quelque chose qu'on va pouvoir piloter au quotidien de manière volontariste. On pourra dire, tiens, aujourd'hui, on doit sortir 2 user stories. Pourquoi ? Parce que dans la semaine, on doit en sortir 10. On a 5 jours, donc ça en fait 2 par jour si on va avoir un flux constant. Et donc, on va essayer de se concentrer pour essayer d'identifier les 2 qu'on va sortir aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pilotage volontariste. C'est pour ça que c'est un indicateur, un leading indicator qu'on appelle les indicateurs pare-brise. A contrario, les valeurs business, les revenus, les nouveaux clients, les satisfactions des clients, etc., c'est bien sûr des choses très importantes, on ne dit pas le contraire, mais par contre, c'est ce qu'on appelle des lagging indicators. C'est des choses, il faut attendre que le client l'ait entre les mains, parfois attendre un petit peu, quelques jours, voire quelques mois selon le type de produit que l'on vend, et avant d'avoir des résultats. Et ça, du coup, on ne peut pas le piloter, on ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je fais quoi pour avoir tant de nouveaux clients ? C'est très difficile en tout cas. Et en temps d'équipe, en plus de ça, les axes d'amélioration sont rarement à la portée de l'équipe. Et tout ça, ça va nous servir à quoi ? En fait, pourquoi on distingue les deux ? C'est parce que le pilotage va nous permettre de nous poser ces questions-là, et en plus de ça, on va pouvoir très très vite voir des écarts. Ah bah oui, on devait en livrer tant, et puis on en a livré tant, moins 2. Pourquoi on n'a pas réussi à sortir les 2 ? Et tout ça, ce sont des gisements d'amélioration. Et tout ça, finalement, ça va nous permettre d'identifier des écarts, des gaspillages, et donc des apprentissages. Je vous pose le contexte de ce REX que je vous propose, un programme agile donc de 500 personnes, 36 équipes. Et quand on arrive dans ce programme, on va voir Christophe, et Christophe, RTE, nous dit voilà, moi j'ai travaillé, là on est bien là sur le PI, tu vois, on est à 68% d'atteinte du PI, on est plutôt pas mal. 68%, ok, tu fais comment ? Eh bien on a 1000 story points à livrer, et on en est à 680. Donc on est à 68% d'atteinte du PI. Génial. Et c'est là que je vais vous poser la première question. Alors pour ceux qu'on puisse connecter au Slido, on va lancer la première question. Pour rappel, il y a un livre à gagner. Je ne l'avais pas dit, mais c'était la surprise. C'est pas grave. Non, ça ne marche pas, la petite zapette. Ok, on lance la question. Tac. Quel est le problème dans notre cas ? Du coup, on a un écart chiffré, donc c'est 320 points le problème.
Ou alors on a un autre écart chiffré, c'est 32%. Ou alors c'est ni l'un ni l'autre. Ou alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À votre avis? Yes. Et ni l'un ni l'autre. Ouais, forcément, on met des petits pièges. Mais c'est des petits pièges qui permettent d'ancrer des choses. Pourquoi c'est pas les points? Parce que les points n'ont aucune valeur pour le client. N'oubliez pas, c'est un écart de performance d'un point de vue du client. Et les story points, souvenez-vous, les story points, c'est l'effort qu'il faut faire pour réaliser quelque chose. Et l'effort qu'il faut faire pour réaliser quelque chose, c'est pas de la valeur directe pour le client. Donc ce n'est pas une bonne mesure d'un point de vue lean. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le nombre d'épiques terminés. Parce que le nombre d'épiques terminés, ça a de la valeur pour le client, on va pouvoir lui livrer. Et quand on regarde ça depuis la perspective du client, on est à 35%. Puisque sur les 196, il n'y en a que 70 de terminés. Voilà, donc du coup, on va regarder celles qui sont engagées sur le PI. On fait la liste de toutes celles qui sont engagées sur les PI. Là, il y a un truc qui saute un petit peu aux yeux, je ne sais pas si vous le voyez. C'est qu'il y en a beaucoup de commencées. Elles sont toutes commencées et avec un pourcentage, voilà, ils sont à 40%, 72%, on commence à se demander pourquoi. Et on va sur le terrain, puisque dans le lean on fait du Gemba, on va sur le terrain et quand on demande pourquoi tu as commencé cette épique là, et en fait tu aurais pu terminer celle-ci, mais tu as décidé d'en commencer une autre, pourquoi? Parce qu'il y avait plus de story points. Et donc on voit que les personnes qui travaillaient sur ce terrain choisissaient les stories ou les épiques en fonction des story points pour pouvoir livrer plus de story points. Mais ils oubliaient le fait de terminer les épiques. Donc ils commençaient toutes les épiques parce qu'il y avait des US dedans qui avaient plein de story points. Donc c'était intéressant. Et là je vous propose une deuxième question. On nous annonce que les épiques en rouge dans le fichier, c'est des épiques bloquées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les sort du PI et on les fera au prochain PI? On va créer une DOR, Definition of Ready, que l'on donnera aux équipes. On fait un copil exceptionnel où on va analyser les causes des épiques bloquées. On les sort du PI, on va analyser les causes des épiques bloquées. Et oui. Bien sûr, on ne va pas les sortir du PI directement. On va regarder qu'est-ce qui bloque ces épiques-là. Et le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder du coup les 73 épiques. On analyse avec les Scrum Masters et les PO, ils n'ont pas l'habitude, c'est un petit peu agaçant au début. Mais on va regarder 73 épiques, une par une, pour regarder un petit peu leur état. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 38% sont en phase de réalisation et qu'ils ne sont pas ready au sens de l'épique. Ils avaient défini un definition of ready d'épique et elles n'étaient pas ready. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, la ligne de vie, ce qu'on appelle la ligne de vie de ces épiques-là, elles ont toutes généré des allers-retours, des reworks, du travail inutile, bref, des gaspillages. Donc on fait un Pareto des causes. Qu'est-ce qui manquait dans cette DOR? Et on regarde un petit peu, on a des dépendances, des règles, on en a 10, c'était des dépendances, on en a 9, c'est des règles métiers, on en a 7, c'est de l'architecture fonctionnelle, etc., etc. Donc on voit là où l'équipe a mal. Et bien évidemment, on s'attaque à la tête de Pareto, parce que c'est là où on va avoir potentiellement le plus de sujets. Donc on focus sur les dépendances. Les autres sujets, quand on aura réglé le problème, le deuxième aura une promotion. On va regarder les dépendances. Qu'est-ce qu'on va faire pour les dépendances? On va les piloter. On va mettre un management visuel en place et on va dire sur chaque sprint qui doit livrer quoi à qui et on va piloter ces dépendances. Chaque personne va devoir piloter ses dépendances en disant cette semaine il faut terminer ça parce que telle personne en a besoin. Et bien sûr on va mettre dans la boucle les PM, les EM pour que Engineering Manager et Product Manager pour que le pilotage se fasse bien et au sein d'une grade d'équipe. Et on va standardiser la gestion des dépendances aussi. On écrit un standard pour que les personnes utilisent le même mode de fonctionnement, le même mode de fonctionnement, on s'entend, mais s'intègrent dans ce pilotage qui a été fait par les PO et les PM et les EM. Et un point important, les PM et les EM, on va leur interdire, entre guillemets, on va clarifier le challenge en disant on ne prend plus des épiques qui sont plus prêtes. Vous avez vu le dégât que ça fait, entre guillemets, donc on ne prend plus les épiques qui sont prêtes. Donc on va piloter le fait d'être ready, et on va les faire passer quand elles seront prêtes, pour éviter tous les gaspillages, puisqu'on a vu tous les gaspillages que ça a généré. Et une fois que c'est fait, le deuxième est une promotion, et on s'attaque aux règles métiers, et ainsi de suite. Ok, on a fait tout ça, mais maintenant comment on pilote? Qu'est-ce qu'on fait pour piloter à votre avis? Comment on pilote? Est-ce qu'on va mettre plein de KPI et on va permettre aux équipes et managers d'avoir une vision très claire de la situation? On va compter les épiques, on va demander aux équipes si ça se passe bien, on crée un plan de production et on organise une chaîne de valeur. Il y a deux réponses.
On va compter les épiques, et oui, je disais que c'était la valeur opérationnelle. On va compter les épiques. Si l'équipe arrive à produire plus d'épiques, c'est qu'elle s'est améliorée, c'est qu'elle a résolu tous les problèmes qui bloquaient. Et on va créer un plan de production, on va organiser la chaîne d'aide pour le supporter. Et on va mettre des indicateurs extrêmement complexes, comme ce genre de choses. On va compter les épiques qui sont done du PI 9, donc du PI précédent. On va compter le width d'épiques. On a vu tout à l'heure avec les pourcentages que c'était un sujet très particulier et un peu prenant pour les équipes. Donc on va piloter tout ça, on va mettre les indicateurs, on va le rendre visible, on va aligner tout le monde là-dessus. Et on va compter aussi les épiques qui sont ready pour le PI suivant. Puisque bien évidemment, pourquoi les épiques n'étaient pas ready? C'est parce qu'on s'y mettait un petit peu au dernier moment, on n'avait pas le temps, on les faisait rentrer, et voilà. Donc là, les épiques n'étaient pas ready. Et donc on va aussi mesurer les épiques ready pour le PI d'après. Et on va mettre un plan de production. C'est-à-dire qu'à chaque PI, on va regarder qui doit livrer quoi à qui, et sur chaque équipe, on va dire par sprint les US qui devraient être sortis pour que tout s'enchaîne bien. Et ça, on va le piloter toutes les semaines en se posant non pas la question de qu'est-ce qu'on a fait, etc. C'est qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine et comment on s'organise pour réellement terminer les stories et les épiques qu'on a engagées sur le PI chaque semaine. Et on va réduire la chaîne d'aide, c'est-à-dire réduire le temps d'action sur la chaîne d'aide. On a des dailies le matin. Chaque sujet qui ne sont pas actionnables par l'équipe pendant le daily doit remonter très vite pour un autre daily au point de vue du train. Et tous les sujets qui sont au point de vue du train, qui ne sont pas actionnables, on le remonte au niveau de la plateforme. Et ça très très vite, au jour, à la semaine, si on est au niveau de la plateforme, de la direction, on ne peut pas le faire tous les jours, mais au niveau du train, on peut le faire tous les jours. On synchronise tous les daily et on met les autres daily de pilotage 15 minutes après. Et du coup, comment on sait que ça fonctionne ? Comment on sait que ça fonctionne ? Alors on check pour voir si les DOR sont bien utilisés, on mesure le nombre de points réalisés par le programme à chaque PI, on mesure le nombre d'épiques terminés par le programme à chaque PI, on demande aux équipes. Yes, c'est bon, c'est rentré. On mesure le nombre d'épiques, bien évidemment, c'est ça, c'est la valeur opérationnelle. On ne dit pas que les épiques apportent toutes de la valeur égale, etc. Mais par contre, c'est à chaque fois des chariots qui peuvent apporter de la valeur. Après, les sujets de ce qu'elles portent, si la pomme est bonne, on verra ça après. Ok, et comment on sait que c'est bon ? Eh bien, on va mesurer les épiques. Et pendant le PI 8, tout le train, les 500 personnes avaient livré 116 épiques. Avec l'accompagnement, la mise en flux, ils en ont livré 141, pardon. Et 3 mois encore après, ils en ont livré 202, ce qui fait une amélioration globale de 74%. Et si on regarde juste les 21% suite à l'accompagnement direct, donc qui inclut tout le changement de pratique, mais en fait 21% sur 500 personnes, ça fait 2,6 millions de valeurs livrées en plus par PI. Voilà. Premier apprentissage donc, piloter la valeur opérationnelle. Deuxième apprentissage, synchroniser l'ensemble des processus. Ouais. Donc là, deuxième retour d'expérience. Je vais vous présenter un retour d'expérience qui s'est réalisé dans un grand groupe bancaire sur des sujets de désynchronisation entre les processus. Processus métier, processus IT, c'est-à-dire phase d'exploration, phase d'intégration et de déploiement. Donc déjà, pour commencer, on va situer le contexte. Donc on est sur un plateau qui regroupe 15 équipes, à peu près 10 personnes par équipe, des équipes agiles, regroupées autour d'un programme, une sorte de train à la SAFe. Elle gère 33 applications, à la fois du build de fonctionnalités, elle gère le run. Elle a en face d'elle cette particularité d'avoir plusieurs lignes produits, plusieurs lignes métiers, représentées par 5 product managers. Et donc quand nous sommes arrivés, il y avait 17 projets engagés. La première chose qu'on fait, nous, dans nos accompagnements, c'est déjà de se concentrer sur le client. Donc on a été voir les clients. Donc là, on a eu accès aux clients internes, c'est-à-dire le métier. Et on a fait une enquête. Et là, comme vous pouvez voir, on a un NPS négatif à moins 14. Et ce qui est plus évocateur, c'est les verbatims. Le premier, je cite, « Nous en sommes à 5 reports, j'ai été livré et nous continuons à recéter ». Déjà, on peut se dire, OK, il y a une désynchronisation. On a d'un côté un métier qui pousse et de l'autre côté, un train qui n'est pas capable de tenir le rythme de la demande du client. Deuxième verbatim évocateur, j'ai attendu 4 ans pour une tâche évaluée à moins d'un jour. Là, on comprend qu'on est dans un jeu de priorisation de PI planning en PI planning qui fait que on a tendance à faire passer les gros projets stratégiques et pas forcément à avoir un bon mix produit pour maximiser la valeur. Alors,
Dans le Lean, on ne se contente pas non plus du déclaratif, on va aller sur le terrain mesurer. Et la première chose qu'on a mesurée, c'est la moyenne du taux d'engagement des deux derniers PI. Sur le PI 8 et PI 9, on était sur un taux très bas pour un train. On est à 26%. Deuxième constat, c'est qu'on est sur des engagements de delivery qui ont 3 niveaux. Engagement, je livre en production. Je finis la recette métier. Je finis ma recette de qualification qu'ils appelaient recette IT. Troisième constat, c'est qu'entre le PI 8 et le PI 9, les taux sont complètement variables. Il n'y a pas d'homogénéité, on n'est pas sur des taux stables. Et puis côté métier, on a été regarder le portefeuille. Donc, comme je vous ai dit, on avait 17 projets engagés. Puis quand j'ai regardé un peu la nature de ces projets, je me suis rendu compte qu'il y en avait 8 qui étaient en phase de maturation. C'est-à-dire qu'on a un train qui a un taux d'engagement super bas, donc qui n'est pas en capacité de tenir le rythme, mais en plus de ça, on lance 8 projets à un niveau initiative, puisqu'on est au niveau projet. Donc là, clairement, on comprend la difficulté, la désynchronisation qu'il y a entre les deux processus. Forcément, à la fin du PI, le numéro 9, je me retrouve avec 17 projets qui n'ont pas atteint leur objectif. Troisième chose qu'on a constaté également au niveau du portefeuille, c'est qu'ils parlent, donc certes, ils ont des objectifs métiers en ligne, mais à côté de ça, on a des objectifs de delivery. Et sur ces objectifs de livraison, on n'a pas le même vocabulaire. On parle de maturité et de développement, de lots et travaux finalisés, et de projets livrés. Alors, projet livré, on imagine bien que c'est la MEP. Par contre, lots et travaux finalisés, quand moi j'ai questionné les différentes équipes, ils n'avaient pas la même définition. Donc déjà, on commence à toucher du doigt la désynchronisation. Ensuite, quand on a été regarder le diagnostic au niveau de la perf des équipes, on a mesuré, et ce qui saute aux yeux, c'est évident, c'est le flux poussé. C'est-à-dire que le métier pousse mais ne s'accorde pas avec le rythme de livraison du train. Donc on se retrouve, donc on a mesuré sur les 5 derniers PI, on a en moyenne un train qui embarque 94,6 fonctionnalités par PI. Par contre, il en livre 33,4. Donc forcément, il y a un déséquilibre qui va créer du stock. Ce stock-là, quand on est arrivé, il était à 296 fonctionnalités en cours, avec un âge moyen de 248 jours. Donc forcément, on se retrouve avec un lead time qui commence à grossir de plus en plus, à arriver au PI 9, où on a un lead time d'une fonctionnalité à 255 jours, très loin du standard des 90 jours pour tenir sur un PI. Après, j'ai été regarder un peu sur ces 92 fonctionnalités engagées. Je vais constater qu'il n'y en avait que 67 qui étaient en lien avec le portefeuille. Donc déjà, on a la difficulté, mais en plus de ça, le train se rajoute du travail. Je parle de fonctionnalités métiers. Donc sur les 67 fonctionnalités qui ont été réellement, qui ont engagé, qui sont réellement en lien avec le métier, il n'y a eu en fait que 18 qui ont été livrés. Donc du coup, la question, c'est déjà, avant de passer à la slide suivante, c'est déjà de comprendre cette verbatim. On comprend un peu mieux pourquoi, au final, le train n'arrête pas de reporter les fonctionnalités. Donc ça fait du sens. La question qu'on va se poser, c'est que sur ces 67 fonctionnalités, moins les 18, il y en a 49 qui ne sont pas terminées. Donc la première question, c'est quel est le statut de ces 49 fonctionnalités? Ce qu'on a constaté, donc on était Scrum Master, PO et Tech Lead des différentes équipes, c'est qu'il y en avait 27 sur les 49 qui étaient en phase de test. C'est dommage, ça représente 55% de mon flux qui est pratiquement à la fin, mais on n'a pas terminé. Donc on voit là clairement qu'il y a le déséquilibre qu'on a vu au niveau portefeuille PI Planning, on le voit également au niveau de la phase d'intégration entre les processus de développement et les processus de QA. Petit quiz, pour essayer de rendre ça un peu plus interactif. On constate à la fin de chaque PI qu'il y a 55% des fonctionnalités non terminées qui sont en phase de test. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, là, il y a le classement. Ah, Stéphane. C'est toi, Stéphane? C'est vraiment toi. Bravo, bravo. On va voir si tu arrives à tenir le rythme. Donc, la question, les réponses. Je vous en prie, j'ai déjà dit la question. Donc nous la repriorisons. Tant pis, nous ne les terminerons pas. Petit chépon. Nous recrutons un QA supplémentaire. Moi, j'entends souvent celle-là. On a besoin, on n'est pas assez. Et oui, effectivement, la bonne pratique, c'est de faire en sorte, en tout cas, de commencer à terminer les sujets avant d'en commencer. Hop, on va passer à la suite. Donc, deuxième analyse, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait
quelles sont les causes que ces fonctionnalités ne sont pas terminées. On a regardé donc, sur ces 49 fonctionnalités, il y en a 26 qui ont été décalées dues à des attentes. Alors soit 19, c'est des environnements qui étaient retardés, des livraisons d'environnement en CAIF, soit des dépendances internes, c'est-à-dire des jeux de données, soit des dépendances externes, plutôt des ouvertures de flux. Globalement, on a 53% de mes fonctionnalités qui sont décalées dues à des attentes. Et ce qui m'a frappé, c'est que durant ma phase de diagnostic, j'ai participé à 2 Scrum of Scrum. Et à aucun moment, on a parlé de dépendance, d'anticipation, de livraison d'environnement. Alors, il y a eu des sujets ils ont parlé sur différents sujets au niveau des équipes, mais pas des dépendances. Alors, petite question. Maintenant qu'on a ce Pareto, et qu'on comprend qu'à 53% des fonctionnalités non terminées sont dues à des attentes. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Nous attendons, ça c'est classique, hein, nous accusons les fournisseurs, c'est-à-dire les équipes qui doivent nous livrer nos fonctionnalités, nos jeux de données, nos environnements. C'est de leur faute s'ils sont en retard. On pilote de manière volontariste les dépendances, un peu présentées avant. Nous faisons un copil à chaque décalage, histoire de taper un peu plus sur les fournisseurs. Et ouais, vous avez bien compris. On pilote de manière volontariste. Troisième chose qu'on a faite, c'est d'utiliser le Gemba. Gemba, c'est un outil Lean assez puissant et assez simple à comprendre. C'est tout simplement d'aller sur le terrain, là où la valeur se crée. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai participé à un PI planning. Mon but, ce n'était pas d'intervenir, mais plutôt de me taire et d'observer, pour pouvoir comprendre ce que moi, j'ai pu observer au niveau des diagnostics. Et donc, il y a eu des choses que j'ai déjà évoquées, hein, la différence de vocabulaire entre les engagements de delivery. Mais il y a eu d'autres choses qui étaient assez évocateurs. C'est de voir que les objectifs métiers au niveau du portefeuille étaient différents à la sortie du PI planning avec les objectifs du train. Et donc, du coup, j'ai posé la question au directeur métier qui a participé au PI planning. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Et lui, il me dit, à chaque sortie de PI planning, je ne comprends pas ce qu'ils vont faire. C'est un peu trop détaillé. Pourtant, il a ses projets qui sont clairement affichés. Et à côté de ça, il a des objectifs qui sont, pour lui, pas évidents à relier directement avec ses objectifs de portefeuille. Et on va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Pourquoi? La première chose qu'on a faite, c'est déjà de resynchroniser ces deux processus. Donc, utiliser le même vocabulaire, ça c'est la base. Parce que sinon, on ne va pas s'entendre. La deuxième chose, et ça c'était assez puissant, c'est qu'en fait, les équipes, c'est pas qu'elles faisaient mal, c'est qu'elles ne savaient pas, donc elles priorisaient par rapport à ce qu'elles pensaient avoir le plus de valeur ou techniquement le moins complexe, le plus réalisable, etc. Et donc, du coup, j'ai demandé au métier de ne pas se contenter d'afficher une liste de P1 de P1.1 à P1.15, parce que c'était vraiment ça, tout était prioritaire, mais plutôt de décliner chaque projet par fonctionnalité, surtout qu'ils le faisaient déjà, ils avaient leur story mapping, ils déclinaient déjà les projets au niveau des fonctionnalités, mais par contre, ces fonctionnalités, elles n'étaient pas priorisées. Et je leur ai demandé de prioriser, d'être clair sur qu'est-ce qu'ils attendent au niveau de ce PI. Donc ça a permis donc déjà de resynchroniser le train, pour qu'ils mettent en œuvre les bonnes fonctionnalités. La deuxième chose, c'est de passer d'un mode de suivi à un mode de pilotage du PI. Comment? En mettant en place un management visuel. Il y a 4 axes sur ce management visuel. Le premier, c'est tout simplement d'afficher ces indicateurs de performance si complexes et pourtant si importants de pouvoir d'avoir ça en visu chaque semaine. Le nombre d'épiques engagés. Chaque semaine, regardez le nombre d'épiques qu'on a terminé. Alors je te parle d'épiques et de fonctionnalités, là c'est épiques au sens Jira, mais c'est des fonctionnalités au sens safe. Et le nombre d'épiques qu'on termine. La deuxième chose, c'est de mettre en ligne, en respectant l'ordre de priorisation, les projets qui ont été engagés au niveau du PI. Et pour chaque projet, d'afficher le nombre de fonctionnalités à terminer, la cible, et le nombre de fonctionnalités que j'ai terminées. Donc chaque semaine, je vois son montant incrémenté. C'est très simple, mais ça permet de se poser les bonnes questions. Troisième chose, j'ai demandé aux équipes de décliner les fonctionnalités sur les différents sprints, voire les différentes semaines du trimestre du PI, de manière à se rendre compte que ça serait intéressant, pour réduire les risques, de lisser la charge. Mais je n'ai pas forcément réussi. Et comme vous pouvez constater, j'ai quand même encore un paquet ici. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'ils en prennent conscience. Et d'ailleurs, à la fin du PI, on voit les décalages, on voit les sorties, on comprend pourquoi. Parce que la charge n'était pas assez lissée.
Quatrième chose, c'est de piloter de manière volontariste cette fois-ci ces fonctionnalités. Comment? Déjà en se posant les questions sur les statuts des US. Ok, cette fonctionnalité, j'ai combien d'US à sortir? J'en ai 10. C'est quoi les statuts de cette semaine? Ah, j'en ai 7 qui sont terminés, 3 qui sont en cours de test et 2 qui sont à développer. La question que je vais poser, et ça va être, qu'est-ce qui nous manque pour terminer ces 2 à développer cette semaine? Et on va se concentrer sur terminer les sujets. Et ça nous permet aussi d'avoir en visu les dépendances nécessaires et donc d'être proactif. Donc du coup, ça va nous permettre de changer le regard et de commencer à mettre en œuvre ce fameux adage que vous connaissez si bien, de commencer par terminer les sujets et d'arrêter, je vais dire, d'en commencer. Donc c'est ces questions que je vous ai déjà présentées. Je vais accélérer un petit peu, mais en gros, c'est chaque semaine de se poser les bonnes questions et de se concentrer sur les US qui sont le plus au bout de mon processus, le plus à droite, pour pouvoir en terminer. Parce que plus je vais en terminer, et plus je vais avoir envie d'en commencer pour me mettre dans cette optique de flux tiré. Et donc d'inverser cette notion de flux poussé. Et comment? Grâce à cette synchronisation. À chaque écart que les équipes vont constater sur le management visuel, pour nous, ça va être, l'objectif, c'est pas de taper les équipes en disant vous êtes en retard, ça n'a aucun intérêt, mais c'est plutôt de se dire ok, il y a un écart, on n'a pas réussi ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi? Et donc là, on est à un gisement d'amélioration continue. Et donc, à chaque fois, on fait une fois par semaine, on va faire un mini-atelier qui dure 40 minutes, 1 heure maximum, et où on va dérouler un PDCA de manière à améliorer les pratiques des équipes. Et ainsi de suite, de semaine en semaine, on améliore par petits pas les standards des équipes. Et le résultat, il est assez bluffant. On a fait un accompagnement sur 2 PI, donc 6 mois, et on est passé en termes de delivery de 33,4 features livrées en moyenne par PI à 62,5 features livrées en moyenne sur les 2 PI de l'accompagnement, PI 10 et PI 11. Donc soit une hausse de 85%. En termes de taux d'engagement, on est passé de 26% à 78%. Et en termes de satisfaction, puisqu'on a refait une enquête de satisfaction par la suite, on est passé de moins 14 à plus de 75 points de NPS. Et un des verbatims qui nous a frappé, c'est que c'est la première fois du directeur métier qui nous dit « Ah voilà, il sort du PI, il vient me voir, il me fait « Merci Samuel, c'est la première fois que je sors du PI planning et j'ai tout compris ». Petit ROI qu'on a fait valider par la DSI. Le gain estimé, il est à 6,9 millions. Voilà. Merci. Merci. C'est beau, hein? C'est beau, le ligne. Et attendez, c'est pas fini. On a parlé de 3 enseignements. Le premier, c'était donc la valeur opérationnelle, le focus sur la valeur opérationnelle. Le deuxième, c'était la synchronisation des processus. C'est la partie flux. Le troisième enseignement qu'on a, c'est le fait de diffuser le Kaizen, donc ces gestes d'amélioration continue qui se font au quotidien par le pilotage et par tous ces écarts qu'on va voir avec tout ce qu'on vous a présenté, d'amener diffuser le Kaizen par le management. Et donc je vais vous présenter un autre ex sur un train. Alors c'est pas un train pour le coup, c'est une organisation agile, un programme agile d'une centaine de personnes dans 13 équipes et 8 domaines. Donc les 8 domaines, c'était chacun chapeauté par un manager, et on a vraiment beaucoup travaillé avec les managers parce que c'était leur souhait. Alors ce qu'il faut apprendre déjà d'un point de vue culturel, c'est que quand on parle de Lean, c'est pas vraiment le TPS. Le Lean, c'est le TPS plus un système de management qu'on appelle le Toyota Way le Toyota Way, et qui décrit un petit peu les gestes du manager. Les gestes du manager, il y en a 5, c'est grosso modo aller sur le terrain, éviter de sortir de ses salles de réunion, c'est faire du Kaizen, donc encourager ses équipes à réfléchir à des sujets d'amélioration, montrer du respect. En gros, ne dites pas aux gens quoi faire, c'est eux qui savent. Et donc, par le questionnement, aller chercher, les amener à réfléchir, à penser leur travail. Le teamwork, donc engager les équipes à travailler les unes avec les autres. Quand plusieurs équipes sont sur un flux de valeur, c'est comment faire pour travailler tous ensemble, pour libérer un petit peu tout ce qui bloque. Et le challenge, c'est qu'est-ce qu'on souhaite réussir, c'est quoi notre challenge. Typiquement, notre challenge, ça va être de délivrer plus, c'est d'améliorer la qualité, peu importe le challenge, mais un challenge très, très précis. Première question que je vous pose, comment créer une compréhension partagée de la situation ? Et donc la question que je vous pose, c'est comment créer une compréhension partagée de la situation, donc en présentant un PowerPoint lors d'un codir exceptionnel, en allant sur le terrain pour comprendre la réalité opérationnelle, en allant sur le terrain voir les écarts de pratique avec ce que préconise SAFe, ou en allant parler aux clients.
Eh bien, on va regarder un petit peu la réalité opérationnelle de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le delivery. Donc, le problème, c'était, on nous a dit, oui, il ne délivre pas assez. Bon, ok. On va essayer d'aller voir. Le delivery d'US sur le programme Q4, on regarde un petit peu ces 100 personnes. Ben, ils ont le même sujet. Hein. Ils planifient beaucoup et ils délivrent un petit peu moins. Hein. Vous voyez ici, le rouge, c'est ce qui est planifié. En vert, c'est ce qui est atteint. Donc, on voit l'écart, hein, déjà. On voit un résumé ici. On en avait prévu 33, on en a sorti 19. Ok. Et on voit aussi un sujet de qualité. Sujet de qualité, pourquoi? Parce que ici, quand on regarde le nombre d'US produits sur chaque sprint et le nombre de bugs produits sur chaque sprint, ben on voit qu'on produit presque plus de bugs que d'US. En tout cas, quasiment autant, en moyenne. Donc il y a un sujet, clairement, de flux, de pilotage, et de WIP, et de qualité. Comment on regarde la situation? On en a déjà parlé, on va voir le client, on va voir les clients, on voit un NPS de moins 50, on va regarder les US non terminés, on va regarder en gros où est-ce que ça se situe dans le flux. Hein. On voit par exemple ici, là, on voit qu'il y a un gros goulot d'étranglement sur la partie QA, parce que le reste, ça a l'air d'être assez fluide, mais en fait, il y a énormément de tickets qui sont bloqués en QA review. Et on va regarder aussi le type de tickets qui perturbe un petit peu l'équipe. En gros, quels sont les tickets qui sont insérés dans le flux pendant le sprint, qui n'étaient pas prévus, donc, entre guillemets. Et on va regarder les tickets, le type de tickets. Donc on voit des bugs, on voit des tâches techniques, etc. Donc ça va nous permettre d'avoir la situation. C'est quoi la situation? Ils engagent beaucoup d'éléments, ils ne les terminent pas, il y a des sujets de qualité, il y a des perturbations, et il y a des goulots d'étranglement. Ok. Comment challenger les équipes pour regarder ce qui est important? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre des KPI sur des sujets qui comptent? On va donner des primes aux personnes qui font des trucs bien sur des sujets qui comptent. On va faire un séminaire pour leur faire comprendre. On va amener les managers sur le terrain de leurs équipes. Oh yeah. C'est beau. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant qui mettraient les KPI. Et oui, donc on va amener les managers sur le terrain forcément, parce que c'est l'un des sujets, on en a parlé tout à l'heure avec le Gemba. On va aussi mettre des KPI en place. Et pourquoi on fait ça? Donc chacune des équipes, là vous voyez, hein, bon, c'est un extract d'un long fichier. On fait ça avec Excel parce que les outils ne le font pas, mais nous ça ne nous arrête pas, on va le regarder sur Excel, hein, tant pis si les outils ne le font pas. Et tant mieux, même ça va les obliger à regarder. Et on va mettre ces indicateurs en place. Des indicateurs assez simples. Tous les sprints, on va regarder les nombres d'US terminés versus le nombre d'US qui sont prévus. Et on va engager les managers à aller voir les équipes sur chacun des écarts. On avait prévu 10, on en a sorti 2, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc en faisant ça, tout bêtement, en posant juste cette question-là, on montre aux gens que finalement c'est important. Et donc on va travailler. Et on va féliciter surtout la personne qui dit bah ouais, il y a ça, en fait on aurait peut-être pu essayer de faire ça. Ah, génial, super. Et on va l'engager à travailler là-dessus. On va regarder le statut des fins de sprint aussi. On a parlé des goulots d'étranglement. On va regarder les goulots d'étranglement et on va dire tiens, comment ça se fait? Il y en a beaucoup un PO review, qu'est-ce qui s'est passé? Ah j'étais pris sur plein de trucs. Ok, comment on fait pour lisser la charge? On va essayer de voir, tu vois, si on engage 10 sur 2 semaines, ça en fait une par jour. Donc toi, PO, il faudrait que tu sois en capacité d'en faire une par jour. Comment on fait? Et on va regarder les RFT. Les RFT, c'est les Right First Time, c'est les user stories qui traversent notre flux de valeurs bonnes du premier coup, sans aucun accro, sans aucun retour QA, sans aucun retour PO, etc. Et on va mesurer. Et là, par là, on va montrer que la qualité est un bon sujet. Et que dès qu'on voit du rouge, c'est super, on va avoir plein d'opportunités d'apprendre. Et ça, c'est le manager qui va aller sur le terrain et qui va aller questionner ses équipes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, comment on s'améliore? Bonne question, ça. Comment on s'améliore? On va dans une salle 2 fois par mois pour faire des rétrospectives. On identifie chaque problème sur le terrain et on lance des PDCA. On demande aux managers de faire des réunions pour prendre des décisions structurantes dans les salles de réunion. Et on questionne les développeurs sur leur poste de travail. Yes, tout à fait. On identifie chaque problème, à chaque fois qu'on vous a montré des choses, à chaque fois que dans les KPI on voit des écarts, à chaque fois ce sont des opportunités d'apprendre des trucs. C'est pas tout le temps le cas, mais à chaque fois, si le manager va sur le terrain et questionne ses équipes, on a des opportunités d'apprendre des trucs. Et ça, c'est primordial. Et le deuxième point qu'on a mis dans le questionnaire, c'est le fait d'être sur le poste de travail. On ne s'éloigne pas du poste de travail. Le problème, il est apparu sur un poste de travail, il est apparu pendant un dev, il est apparu... Donc on va voir la personne sur son poste de travail, on va vraiment comprendre avec lui quelle ligne de code on a raté, quel truc on n'a pas compris dans la spec. On ne sort pas de l'espace de travail, on reste dans l'espace de travail des équipes. Super. Et suite à tous ces trucs-là, je ne vais pas rentrer dans le détail dans chacun, mais c'est juste pour vous montrer un petit florilège de trucs qui sont remontés pendant les Gemba avec les managers. Les managers, ils ont été sur le terrain, ils ont questionné, il y avait
des écarts de perf, il y avait des écarts de qualité. Du coup, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut expérimenter? Qu'est-ce qu'on peut lancer la semaine prochaine pour essayer de changer les choses? On va mettre des petites actions comme ça. Toujours relancer l'application avant de faire un review personnel. Un truc tout bête, mais des fois, il y avait des trucs qui passaient. Et pourtant, j'avais revu. Ouais, mais tu n'avais pas relancé l'application, le contexte allait changer dans l'application. Ah, ok, d'accord, on va relancer le truc alors. Ok, super. On met ça dans les... Prioriser les peer reviews dans les activités de développeurs pour éviter les attentes. Oui, on va les prioriser, c'est-à-dire qu'on va les piloter tous les matins. Tous les matins, on ne va pas juste se dire qu'est-ce qu'on fait, je développe cette US. Non, il y a des trucs dans les peer reviews, donc on va commencer par le peer review. Donc quel élément on fait passer dans les peer reviews? Et ça, tous ces petits éléments, c'est jamais des gros trucs, hein. C'est ça qui est un peu déstabilisant parfois. C'est toujours des tout petits pas, et ces petits pas-là vont permettre d'avoir des bons résultats. Ce qui était intéressant, alors ça c'est la slide de fin de mission, je vous la donne comme ça. C'est la vraie slide de fin de mission, j'ai fait un screenshot de la slide de fin de mission. Et en fait, il y a un truc qu'on a raté, c'est qu'on n'a pas réussi à faire. Hein. D'ailleurs, on l'écrit d'ailleurs. Hein. Nous ne sommes pas parvenus à mettre en place le pilotage volontariste des épiques sur le quarter 2. On avait fait ça dans les équipes, mais pas sur les épiques. Ce n'est plus le cas sur le prochain quarter. Chaque squad a défini lors du kick-off un objectif de quarter en termes d'épiques terminés, ce qui est très important pour passer en pilotage de la valeur opérationnelle, comme on en a parlé tout à l'heure. Ils ont limité leur encours, etc. Et donc, on le voit... Alors, je sais pas, en fait, quand c'est en bleu, chaque ligne représente une épique. Quand c'est en bleu, c'est une épique en cours. Quand c'est en vert, c'est terminé. Et ça, c'est que c'est pas encore commencé. Et hop, ici, elle a commencé. Voilà. Et donc, on voit que petit à petit, là, c'était tout en cours. Bon, on se posait pas trop de problèmes, pas trop de questions. Là, ils ont commencé à libérer un petit peu, en se disant, tiens, on va pas toutes les commencer. Et ici, ils ont carrément essayé de faire, celle-ci, on l'a terminée. Celle-ci, du coup, on l'a commencée. Là, il y en a une qui s'est terminée, donc on en commence une ici. Et donc, on a vraiment vu sur les boards des choses changer en termes de pilotage et en termes de WIP. Le résultat que ça a eu, on l'a vu, hein, la fin de l'accompagnement, à la fin même de l'accompagnement, sur Q2, on était passé de Q0 à 19, 26, et puis on est passé à 23. Pas trop de surprise, on n'avait pas réussi à mettre ce qu'on avait préconisé, mais on est parti en disant attention, le prochain, c'est pas pareil. Le prochain, ça a été pris en compte, il y a plein de choses qui ont été prises en compte. Et le résultat a donc été celui-là. Ils sont passés à 36%, ce qui fait qu'en moyenne, sur les deux précédents et les deux suivants, on est à 29 contre 22. Ça veut dire une amélioration de 31%. Et donc, un ROI, 31% sur une centaine de personnes, ça fait 3,1 millions d'euros livrés de plus par an. Et ce qui était intéressant, moi, j'avais adoré, pour la petite histoire, on avait fait une petite réunion, c'était à distance avec le directeur R&D. Et on a découvert les chiffres ensemble, et il n'y croyait pas trop, parce qu'il avait dit, justement, hein, c'est son verbatim, sur Q3, qui est le trimestre d'été, nous avons l'habitude d'une réduction de 25% du delivery, et là on a fait 30% de plus. Et il a été très surpris, parce qu'en effet, le troisième trimestre, c'est là où il y a juillet-août. Donc il avait été très surpris. Voilà, donc pour reprendre un petit peu ces trois enseignements qu'on vous donne, le premier, c'est le pilotage de la valeur opérationnelle. Bien sûr, il faut la valeur business, mais le pilotage de la valeur opérationnelle, c'est ça qui va nous permettre de voir toutes ces opportunités d'amélioration. Deuxième point, c'est la synchronisation des processus. Si on travaille sur une équipe, ou plusieurs même domaines avec le discovery, le delivery, etc., comment faire pour synchroniser tous ces processus pour qu'ils puissent être au même rythme et surtout corriger tous les problèmes que ça engendre, cette désynchronisation. Et troisième point, c'est diffuser et emmener les managers sur le terrain, chacun des managers, pour qu'ils puissent comprendre et challenger les équipes. C'est important pour que les équipes apprennent, mais en plus pour les aligner sur le fait de résoudre tous leurs problèmes qui les dérangent au jour le jour sur des sujets lean, c'est-à-dire de la valeur opérationnelle, la qualité et le flux. On vous remercie. Merci.